Bonsoir, comment ça va? Ici, c'est une belle soirée d'hiver. La raison pour laquelle je porte un si gros pull que je n'ai aucun style. Pouvons-nous parler de mon style inexistant? La raison aussi pour laquelle j'ai allumé les lumières, parce que c'est le soir et que je vais vous parler d'un sujet qui me fait un peu peur. Par cette belle soirée d'hiver, moi j'avais envie d'essayer quelque chose d'autre que les vidéos paranormales. C'est-à-dire qu'on va rester sur de l'horreur. Ça va partir sur quelque chose d'autre. Moi j'avais envie de vous parler donc de true crime. C'est le true crime, un sujet qui m'a toujours passionnée. D'ailleurs j'ai regardé Mindhunter et c'est ça qui m'a un peu donné envie de faire cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du fameux, très célèbre tueur en série Ted Bundy. Alors il faut savoir que j'ai littéralement 23 pages de recherche de 8 sources différentes je pense. Mais je pense qu'il est clairement impossible de faire quelque chose d'exhaustif sur Ted Bundy. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire si je me suis trompée, à donner des détails, à donner votre avis sur les infos que j'ai trouvées. C'est les infos que j'ai trouvées qui viennent de plein de sources différentes, mais après ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et ça m'a super fort passionnée de faire des recherches là-dessus. D'ailleurs, j'ai failli être criminologue, moi au départ je voulais être criminologue, voilà, je vous donne cette information, je ne sais pas ce que vous allez en faire, mais voilà. Du coup, aujourd'hui nous allons expliquer les crimes de Ted Bundy, le procès, d'ailleurs qui ont été racontés dans un très beau film avec Zac Efron, Extremely Evil and Wicked, je sais plus comment c'est, mais très bon film d'ailleurs, voilà. Et les infos que j'ai retrouvées vont reprendre à peu près ce qui est dans le film. C'est parti. Donc tout d'abord, c'est un tueur en série américain qui est né le 24 novembre 1946 et qui est mort le 24 janvier 1989. Il est mort en Floride, en prison, car il a été exécuté. Donc c'est un homme qui a assassiné de nombreuses jeunes filles et de nombreuses femmes dans les années 1970 aux États-Unis. On le pense dans 7 états différents des États-Unis. C'est quelque chose qu'il niera jusqu'à la fin, jusqu'avant son exécution. Mais juste avant son exécution, il va avouer avoir assassiné un certain nombre de femmes entre les années 1974 et les années 1978. On recense 37 victimes, mais il y en a probablement beaucoup plus, si pas carrément une centaine. Bundy utilisait une méthode assez spéciale parce qu'en fait il jouait du fait qu'il était très charismatique. Il était jeune, il était beau et il utilisait ça pour que ses victimes lui fassent confiance. Souvent il approchait ses victimes en prétextant une blessure, par exemple au bras ou à la jambe, ou alors il disait qu'il était une figure d'autorité afin de les amener dans un endroit plus isolé et là les kidnapper ou les tuer. Il a été condamné à la chaise électrique lors de son procès et il est mort en 1989. Il a également été ami en fait avec une femme qui a fait sa biographie par la suite et voilà comment elle le décrit dans sa biographie. Un sociopathe sadique qui prenait plaisir dans la douleur d'autres êtres humains et le contrôle qu'il avait sur ses victimes jusqu'à leur mort et même après. Un jour il se déclara le plus grand fils de pute sans cœur que t'auras jamais rencontré. Il était la définition même d'un démon sans cœur, il était l'incarnation du diable. Celui-là, cette phrase, cette dernière phrase, vient d'une avocate qui a assuré sa défense lors de son procès. Alors on va un peu revenir sur l'enfance de Ted Bundy parce que c'est quelque chose qui est, je pense, assez important dans l'histoire et assez intéressante parce qu'il a une enfance un peu compliquée. Donc il naît le 24 novembre 1946 de Eleanor Louise Coel qui est plus connue sous le nom de Louise. Il n'a jamais connu son père, sa mère ne lui a jamais révélé l'identité de son père et c'est quelque chose qui va chez Bundy nourrir une vraie haine envers sa mère. Alors pendant les 3 premières années de sa vie, Bundy il a vécu dans la maison de ses grands-parents qui avaient Samuel Coel et Eleanor Coel, donc ses grands-parents. Pour éviter tout le stigma qu'il y avait autour des enfants illégitimes à l'époque, ils ont fait croire à Bundy que eux étaient ses parents et que sa mère était sa grande sœur. Anne Rule, donc la biographe dont je vous ai parlé tout à l'heure, pense qu'il a retrouvé son certificat de naissance en 1969. Alors Bundy dit qu'il s'entend bien avec ses grands-parents, il a beaucoup de respect pour eux, mais d'après d'autres sources, Samuel Coel, donc qui était le grand-père, pour rappel, était quelqu'un de très violent, qui frappait, qui criait. Apparemment, depuis son plus jeune âge, Bundy montre un comportement assez étrange et troublant. Julia, donc la sœur de Louise, la sœur cadette de Louise, dit même qu'un jour elle s'est réveillée avec des couteaux tout autour d'elle et le petit Ted Bundy qui avait 3 ans à l'époque qui la regardait en souriant. En 1950, Louise quitte la maison des grands-parents avec Ted pour aller vivre à Washington. Là, elle rencontre un homme, Johnny Culpeper Bundy, avec qui elle va se marier en 1951. Johnny va adopter officiellement Ted. C'est de là qu'il a son nom d'ailleurs, Ted Bundy. Ils vont avoir 4 autres enfants ensemble avec Louise, mais Ted ne va jamais se sentir comme si Johnny était son père en fait. Ted a toujours été un petit peu distant. Il se plaint d'ailleurs
plus tard de Johnny en disant que c'était quelqu'un de pas très intelligent et qui gagnait pas beaucoup d'argent. Les souvenirs de son enfance varient en fait d'un biographe à l'autre et de ce que Ted Bundy a dit. À certains, il raconte qu'il marchait dans le voisinage, qu'il recherchait dans les poubelles des photos de femmes nues. À d'autres, il raconte qu'il lisait des romans policiers et regardait des documentaires sur les true crime. Mais dans une lettre à Ann Rule, il décrit ne jamais avoir regardé des documentaires pareils et qu'il frissonne rien qu'à l'idée que des gens puissent le faire. À un autre, il va affirmer qu'il buvait des grandes quantités d'alcool et qu'il cherchait des fenêtres aux rideaux ouverts la nuit pour regarder des femmes possiblement nues dans leur chambre, par exemple. Sa description d'adolescence varie également énormément. Parfois, il dit qu'il préférait rester seul parce qu'il comprenait pas les codes sociaux. Il dit d'ailleurs qu'il ne comprenait pas ce qui faisait que les gens voulaient être amis, en fait. Donc, il essayait un peu de se tenir à l'écart. Par contre, les amis de lycée de Bundy disent à la biographe Ann Rule que c'était quelqu'un de très apprécié, de très sociable, un élève tout à fait normal. Pendant ses secondaires, il est arrêté au moins 2 fois pour soupçonnage de cambriolage, mais c'est des choses qui vont disparaître de son casier judiciaire après ses 18 ans, comme le veut la loi en Amérique, qui fait que le casier judiciaire que tu as en tant que mineur disparaît. Donc Bundy termine ses études secondaires en 1965. Là, il décide de s'inscrire à une université. Cette année va être un échec et du coup, il va décider de s'inscrire à l'université de Washington en 1966. Il parvient même, pendant cette année, à se faire quelques amis. En 1967, il commence à développer une relation avec une autre étudiante qui est identifiée dans les biographies de Bundy comme Stephanie Brooks. En 1968, il va quitter l'université et va commencer à prendre des emplois au salaire minimum. Peu de temps après ça, donc en 1968, Stephanie Brooks va mettre fin à sa relation avec Bundy et va retourner chez ses parents. Elle dit qu'elle est frustrée par l'immaturité et le manque d'ambition de Bundy à cette époque. Cela va humilier et vraiment beaucoup frustrer Ted Bundy parce qu'il n'a pas réussi à garder cette femme qu'il admirait. En 1968 également, Bundy va trouver un job dans la campagne électorale d'un politicien républicain et il va vraiment beaucoup travailler avec ce politicien, il va vraiment beaucoup s'investir dans cette campagne. Puis, au début des années 1969, d'après ce que Ann Rule croit, c'est là que Bundy va trouver son acte de naissance. En 1969, à Washington, il va rencontrer Elizabeth Klopfer, j'espère que je le dis bien. Elle est aussi connue sous le nom de Meg Ender ou de Liz Kendall par exemple, donc elle a plusieurs pseudonymes. Mais moi je vais utiliser celui de Elizabeth. Donc c'est une femme divorcée qui a une petite fille. Leur relation commence donc en 69 et va se poursuivre même bien après les premières incarcérations de Bundy. À la mi-1970, Bundy va s'inscrire dans une faculté de psychologie. Là, il devient un étudiant brillant, qui est bien vu par ses professeurs. En 1971, il va même accepter un emploi dans un centre d'assistance pour le suicide. Donc là, c'est à Seattle. C'est là qu'il va rencontrer Ann Rule, donc la biographe dont je vous parle depuis tout à l'heure. Elle a écrit la biographie de Stranger Besides Me. À ce moment-là, Ann Rule ne voit absolument rien d'étrange dans la personnalité de Bundy. C'est un homme tout à fait normal d'après elle. En 1973, Bundy va faire des tests pour aller dans une faculté de droit. Ces tests vont être médiocres, mais il va quand même être accepté. Pour rappel, il travaille avec le Parti républicain. Et pendant l'été 1973, il va se retrouver en Californie. Là, qui va retrouver son ancienne petite amie Stephanie Brooks. Et là, Stephanie est hyper étonnée de la transformation de Bundy, que là, elle décrit comme quelqu'un de confiant, de charmant. Et du coup, ils vont recommencer une petite relation. Relation que Bundy va cacher à Elizabeth, donc il voit toujours à Seattle. Et aucune des deux jeunes femmes, évidemment, n'est au courant de l'existence de l'autre. À ce moment-là, avec Brooks, ils évoquent même un mariage. Par contre, au mois de janvier 1974, Bundy va rompre tout contact avec Stephanie Brooks et elle ne va plus jamais avoir de nouvelles de lui. À part un mois après, où Stephanie va lui demander pourquoi il a mis fin à leur relation comme ça sans explication et qu'il va répondre qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire et raccrocher. Après ça, elle ne va plus avoir aucune nouvelle de lui. Plus tard, Bundy va même dire que, en fait, cette relation, il voulait juste se prouver à lui-même qu'il pouvait épouser cette femme. À partir de ce moment-là, Bundy va commencer à ne plus suivre ses cours à la faculté de droit. Et au mois d'avril, il arrête complètement les cours. C'est aussi à cette période que des jeunes femmes commencent à disparaître. Là, on va commencer à parler des premiers meurtres et des premières disparitions liées à Ted Bundy. Donc ça, c'est des victimes qu'on est sûr qu'il a tuées, mais il y en a probablement beaucoup d'autres. En fait, Bundy va raconter des histoires différentes à plein de personnes sur ses meurtres
comment il les a fait, ce qu'il a fait, quand il les a fait. Parfois il dit que sa première tentative d'enlèvement c'était en 1969 mais qu'il n'a pas tué avant 1971. Parfois il dit qu'il a tué 2 femmes en 1969, donc vraiment il n'est pas du tout cohérent dans ce qu'il dit. Il dit plein de choses différentes. Mais Rule, donc toujours la biographe, pense carrément que Bundy a commencé à tuer à l'adolescence. Certains éléments disent qu'il aurait pu enlever une petite fille de 8 ans, appelée Anne-Marie Burr, en 1971 alors que Bundy n'a que 14 ans lui-même. Mais lui, il va tout nier, il va dire que c'est pas lui. Mais ses premiers homicides documentés ont donc lieu en 1974 alors que lui a 27 ans. Il dit que c'est à ce moment-là qu'il a acquis les maîtrises pour ne pas se faire attraper après avoir commis les meurtres. Le 4 janvier 1974, c'est-à-dire à peu près au même moment où il a mis fin à la relation avec Stephanie Brooks, Bundy va entrer par effraction dans la chambre au sous-sol de Johnny Lenz, qui est une étudiante à l'université de Washington. Il la frappe à la tête avec une barre de fer qu'il prend du lit de Johnny Lenz. Elle demeure inconsciente pendant 10 jours, mais elle va finir par survivre malgré des lésions internes importantes au cerveau. Un mois plus tard, de nouveau dans la nuit, Bundy va s'introduire dans la chambre de Linda Ann Ely, une autre étudiante de l'université de Washington. Et il va la battre jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente. Et là, des étudiantes vont commencer à disparaître au rythme d'environ 1 par mois. Donc tout ça, c'est en 1974. Au mois de mars 1974, Donna Jill Manson quitte son dortoir pour aller à un concert de jazz et on ne la reverra plus jamais. Suzanne Helen Rancourt, en avril 1974 cette fois, disparaît alors qu'elle allait voir un film. 2 étudiantes vont aller au poste de police à 2 reprises, une fois 3 jours avant la disparition de Suzanne et une fois le jour même de la disparition de Suzanne. Elles vont raconter la présence d'un homme qui a le bras en écharpe et qui demande de l'aide pour transporter ses livres dans une Volkswagen coccinelle beige. Le 6 mai 1974, c'est Roberta Kathleen Parks qui quitte son dortoir pour aller prendre un café avec des amis et qu'on ne reverra plus jamais. Là, c'est un peu la panique pour la police de Seattle en fait, parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui est en train de se passer et les femmes n'ont pas énormément en commun. Les victimes n'ont pas des traits communs hyper forts, à part le fait qu'elles sont jeunes, qu'elles sont étudiantes et qu'elles ont des longs cheveux avec une raie au milieu. Le 1er juin, c'est Brenda Carol Ball, âgée de 22 ans, qui disparaît. Elle est au Flame Tavern. Un témoin va raconter l'avoir vue discuter avec un homme qui avait le bras en écharpe sur le parking. Le 11 juin, c'est Georgian Hawkins qui disparaît alors qu'elle marche sur une allée hyper bien éclairée entre le dortoir de son petit ami et l'endroit où elle loge. Des témoins vont rapporter avoir vu un homme ce jour-là dans une allée près des dortoirs et qui demandait de l'aide pour apporter une mallette à sa voiture. La voiture qui était, je vous le donne en mine, une Volkswagen coccinelle de couleur beige. Durant cette période, Bundy travaille au service d'urgence de l'État de Washington, qui est un service qui est impliqué dans la recherche des femmes disparues. Donc il va rechercher ses propres victimes en fait. C'est là qu'il va rencontrer et fréquenter Carol Ann Bone, qui est une mère divorcée et qui va jouer plus tard un rôle hyper important dans sa fin de vie alors qu'il est en prison. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors là, ça commence à être de la panique dans la population. Les jeunes femmes, elles vont arrêter de faire de l'autostop. Elles commencent à sentir qu'il y a vraiment un danger autour. Il y a un peu plus de similarité qui est notée sur les victimes, c'est-à-dire que toutes les disparitions, par exemple, se passent la nuit. Et il y a sur la scène de crime, la plupart du temps, la présence d'un homme avec le bras en écharpe ou en béquille qui demande de l'aide pour apporter quelque chose à une Volkswagen coccinelle de couleur beige ou brune. Alors cette série de meurtres va culminer le 14 juillet, la disparition de 2 femmes en plein jour au lac Sammamish. Le lieu était absolument bondé. 5 témoins, donc qui sont toutes des femmes, vont raconter avoir été en contact avec un homme qui a le bras en écharpe et qui demande de l'aide pour sortir une planche à voile de sa voiture. Il y a même une femme qui va l'accompagner, mais en voyant qu'il n'y a pas de planche à voile, elle va partir en courant. Il y a 3 témoins qui le voient approcher une jeune femme de 23 ans qui s'appelle Janice Ann Hutt, et ils voient la jeune femme quitter la plage en compagnie de cet homme. Quelques heures plus tard, une jeune femme de 18 ans, Denise Naslund, quitte un pique-nique avec des amis pour aller aux toilettes et on ne la reverra jamais. Bundy va expliquer que Janice était toujours vivante lorsqu'il est arrivé avec Denise et qu'il a forcé une d'entre elles à le regarder tuer l'autre. Ce jour-là, également, on connaît son nom parce qu'il se présentait sous le nom de Ted. Il y a un portrait probant de lui qui est diffusé dans les journaux et là, Elizabeth le reconnaît en fait, ainsi que Anne Rule et un des professeurs de Ted Bundy. Ils vont se dire, tiens, c'est peut-être notre Ted. Ils vont appeler la police, sauf que la police en fait va pas les écouter et va leur dire non mais c'est pas possible, c'est un mec hyper bien
habillé, il a de la classe et tout, c'est pas lui qui les a enlevés, c'est sûr. C'est 2 mois plus tard, le 6 septembre 1974, qu'on va retrouver les restes de Janice et de Denise. En août 1974, Bundy va recevoir une admission à la faculté de droit de l'université de l'Utah. Il va déménager à Salt Lake City en laissant Elizabeth derrière lui. Malgré ça, il veut continuer une relation. Par contre, il dit fréquenter au moins une douzaine d'autres femmes en même temps. À ce moment-là, il va être dévasté de voir qu'il y a des étudiants en droit qui ont une plus grande capacité intellectuelle que lui. C'est une énorme déception pour lui en fait. Il y a une nouvelle vague homicide qui va commencer en septembre 1974. Le 2 septembre 1974, il va violer et tuer une autostoppeuse qui n'a jamais été identifiée. On dit qu'il est retourné le jour suivant pour photographier et démembrer son corps. Le 2 octobre 1974, cette fois-ci, il enlève Nancy Wilcox, qui a 16 ans, et l'emmène dans un bois, dans le but, c'est lui qui le dit, de désescalader les pulsions meurtrières qu'il a. Donc en fait, il veut la violer, mais pas la tuer, sauf qu'il va finir par la tuer quand même, d'après lui accidentellement. Le 18 octobre, c'est Melissa Smith, âgée de 17 ans, qui est la fille du chef de la police d'une banlieue de Salt Lake City qui disparaît après avoir quitté une pizzeria. Son corps va être retrouvé tout près d'une région montagneuse 9 jours plus tard, et son autopsie indique qu'elle a pu rester en vie jusque 7 jours après son enlèvement. Le 31 octobre, c'est Laura Ann Amy, âgée de 17 ans également, qui disparaît après avoir quitté un café. Melissa et Laura ont toutes les deux été battues, violées et étranglées avec une paire de panilons. Des années plus tard, Bundy va expliquer des rituels post-mortem qu'il aurait eu avec ces 2 jeunes filles, donc Melissa et Laura. Il leur aurait par exemple lavé les cheveux et maquillé. Donc il aurait été retrouvé leur corps après. En novembre 1974, Bundy va aborder Carol Daronch, âgée de 18 ans, dans un centre commercial. Il s'identifie comme étant un agent de police et il lui dit que quelqu'un essaie de voler sa voiture et qu'elle doit venir l'aider pour retourner au commissariat et porter plainte à la police. Carol va l'accompagner à la voiture, va monter avec lui dans la voiture parce qu'il se dit agent de police. Sauf qu'elle va voir qu'il va dans la direction opposée au commissariat et elle commence à s'agiter, à lui demander ce qui se passe. Il va s'arrêter sur le bord de la route parce qu'elle s'agite trop et va essayer de la menotter, sauf que dans la confusion, il va mettre les 2 menottes au même poignet et Carol va réussir à s'en aller. C'est une des seules victimes en vie de Bundy qui a réussi à s'en tirer. Le même jour, Deborah Kent, âgée de 17 ans, disparaît après avoir quitté une pièce de théâtre de l'école. Le professeur de théâtre va dire qu'elle a été appelée par un étranger pour aller identifier un véhicule sur le parking. Des témoins vont dire avoir vu un homme étrangers qu'ils ne peuvent pas identifier dans le fond de l'auditorium ce jour-là. D'ailleurs, à l'extérieur de l'auditorium, ils vont retrouver les clés des menottes qui étaient toujours au poignet de Carol, donc la jeune fille qui a réussi à s'échapper. En novembre 1974, Elizabeth, donc je rappelle qu'elle avait déjà appelé la police une première fois, les appelle une seconde fois en entendant toutes ces disparitions et tous ces meurtres à Salt Lake City en disant c'est peut-être Ted qui fait tout ça en fait. Mes suspicions sur Ted Bundy commencent à vraiment être forte, sauf que les témoins les plus sûrs, donc ceux du lac, donc du 14 juillet pour rappel, n'arrivent pas à l'identifier sur des photos. En décembre, Elizabeth va réappeler la police et redire ses doutes. Bundy est vraiment dans la liste des suspects, mais à ce moment-là, il n'y a aucune preuve. En janvier 1975, Ted va retourner à Seattle pendant une semaine et là, Elizabeth ne va pas du tout lui dire qu'elle a téléphoné à la police. Le 12 janvier 1975, une infirmière, Karen Campbell, disparaît alors qu'elle se déplace du salon de l'hôtel où elle est avec son mari et ses 2 enfants à sa chambre d'hôtel pour aller chercher des magazines. Elle ne va jamais atteindre la chambre d'hôtel car les magazines y sont toujours. C'est que n'est que le 17 février 1975 que son corps va être retrouvé, à seulement quelques kilomètres de l'hôtel. Le 15 mars 1975, c'est Julie Cunningham qui disparaît, alors qu'elle marche depuis son appartement pour aller dîner avec un ami. Bundy va plus tard expliquer qu'il l'a approchée en béquille pour lui demander d'aider à porter des bottes de ski à sa voiture. Là, il l'a étranglée. Denise Oliverson, 25 ans, disparaît le 6 avril 1975 alors qu'elle rend visite à ses parents en vélo. Sa bicyclette et ses sandales seront retrouvées sous un viaduc peu après. Le 6 mai 1975, Bundy va enlever Lynette Culver, qui est une petite fille de 12 ans. Il l'amène à sa chambre d'hôtel où il va la noyer. Au début juin 1975, Bundy va passer plusieurs jours avec Elizabeth. Ils vont même évoquer un mariage et Elizabeth ne va jamais lui dire qu'elle a téléphoné à la police. Le 28 juin, Zane Curtis disparaît dans le campus de l'université. Le meurtre de Curtis est le dernier qui est avoué par Bundy avant son exécution. Il y a des corps
de ces jeunes victimes qui n'ont jamais été retrouvées. Les enquêteurs ne savent pas quoi faire parce qu'en fait là ils ont 2 séries de meurtres qui ont commencé aussi brutalement qu'elles se sont arrêtées, donc ils savent plus quoi faire. Il faut rappeler qu'à l'époque il n'y a pas les gros ordinateurs qui ont toutes les bases de données, donc ils vont quand même essayer de prendre un ordinateur de l'époque et de mettre tous les indices et tous les suspects qu'ils ont, et Bundy va se retrouver sur 4 listes différentes. Il y a également une liste des 100 meilleurs suspects. Bundy est sur cette liste et il est littéralement un des premiers suspects de l'affaire en fait. Le 16 août 1975, en banlieue de Salt Lake City, Bundy va être arrêté par un officier de police parce que l'officier a observé Bundy conduire dans une zone résidentielle avant l'aube et il a fouillé quand il a vu une voiture de police, donc très suspect comme comportement. Et l'agent fouille la voiture et il voit des trucs hyper suspects, genre il va trouver des menottes et tout, un sac poubelle, un masque fabriqué avec des bas collants, bref, des trucs pas du tout rassurants. Et on aurait cru que c'était pour un cambriolage en fait au départ. Sauf que du coup en fait il y a un détective de la police qui est là, mais moi je me souviens de cette voiture, je me souviens de la description de cette voiture. Et également dans la voiture en fait ils vont trouver une brochure du spectacle où Debra Cain, donc la jeune fille qui avait été enlevée à la pièce de théâtre, était. Très suspect quand même. Par contre c'est pas des preuves suffisantes pour arrêter Bundy. Il va lui dire que les enquêteurs ont raté une série de Polaroids qu'il avait dans sa voiture. Donc une série de Polaroids de ses victimes. Alors là, ils sont obligés de libérer Bundy, mais ils vont aller à Seattle pour aller rencontrer Elizabeth qui va leur dire que en fait Ted avait des comportements très étranges, des objets très étranges qu'elle avait retrouvés, comme par exemple un couteau de cuisine qu'il n'utilisait jamais, des vêtements pour femmes ou des trucs comme ça. Parfois en fait elle se réveillait pendant la nuit et elle trouvait Ted en train de regarder son corps avec une lampe de poche sous les draps. Parfois il lui arrivait même de se mettre en colère quand elle parlait de changer de coupe de cheveux qui étaient des longs cheveux avec une raie au milieu. Et à aucun moment des meurtres, Elizabeth n'était avec Ted, donc à aucun moment elle ne peut lui donner un alibi. En septembre 1975, Ted va vendre sa Volkswagen, donc sa coccinelle, qu'il pense être des preuves accablantes, on va dire, à un adolescent. Alors la voiture va être confisquée par la police et là ils vont retrouver des preuves assez accablantes. Donc il y a des cheveux de Karen Campbell et des mèches de cheveux de Melissa Smith et de Carol Darange, donc la jeune femme qui s'est échappée. Le fait que ces jeunes femmes ne se soient jamais rencontrées et que des bouts de leurs cheveux se retrouvent dans la voiture est impossible en fait. Le 2 octobre 1975, la police place Ted dans une salle d'identification et là, Carol Darange va faire oui c'est lui qui a essayé de m'enlever. Et les témoins vont aussi l'identifier comme l'homme qui était dans l'auditorium le jour où la jeune femme a disparu du théâtre. Et il y a plus qu'assez de preuves pour déjà l'inculper pour la tentative d'enlèvement sur Carol Darange. Et là, vu qu'il y a tout le système de bail aux États-Unis, donc on peut payer pour sortir de prison en attendant le procès, son bail est mis à 15 000 $, donc il va être payé. Et là, en attendant le procès, il va aller vivre chez Elizabeth. C'est une nuée de journalistes qu'il y a devant chez Elizabeth et chez Ted. Des journalistes partout, en fait, l'affaire fait vraiment le tour de l'Amérique. Sauf que pour accuser Bundy des meurtres qu'on pense vraiment qu'il a fait, il faut plus de preuves que ce que les enquêteurs ont, parce qu'ils n'ont pas grand-chose en fait. Finalement. En février 1976, Bundy est jugé pour l'enlèvement de Carol Darange. En raison de toute la publicité négative qu'il y avait autour de l'affaire, il a renoncé au fait d'avoir un jury, mais le juge va le trouver coupable d'agression et d'enlèvement. Le 30 juin de la même année, Bundy va être reconnu coupable et il est condamné à la prison pour une durée comprise entre 1 et 15 ans mais qui est discutable. En octobre 1976, il va directement être retrouvé avec un kit d'évasion caché dans un buisson de la prison, ce qui va le conduire à passer plusieurs semaines en isolement. Il faut savoir que Ted Bundy s'est échappé 2 fois de prison. 2 fois. Donc pendant ce temps, il faut aussi savoir que les enquêteurs essayent toujours de mettre toutes les preuves en commun pour essayer de l'inculper des meurtres. Parce que là, il est en prison pour l'enlèvement de Carol, mais il n'est pas en prison pour les meurtres qu'on sait qu'il a commis, mais qu'il n'y a pas assez de preuves. Mais le 22 octobre 1976, on le trouve coupable du meurtre de Karen Campbell. Donc il est de nouveau jugé en procès et Bundy ne s'entend pas du tout avec son avocat qu'il trouve incompétent. Donc il décide lui de préparer sa défense seul vu qu'il a fait des études de droit. Pour préparer sa défense, on va le laisser dans la bibliothèque du tribunal d'Aspen et là il parvient à s'enfuir. Il est retrouvé 6 jours plus tard. Pourtant, 7 mois plus tard, le 30 décembre 1977, il va de nouveau réussir à s'évader en découpant le plafond de sa cellule et en rejoignant la chambre d'un gardien. Donc est-ce que vous imaginez une seconde? Sa disparition
n'est observé qu'au bout de 15 heures d'évasion et ça lui laisse le temps en fait de s'envoler de sa prison en Floride. Au début de l'année 1978, alors qu'il vient de s'échapper de prison, Ted arrive en Floride et arrive à louer un appartement avec des papiers qu'il a volés. Il s'installe dans un petit appartement et commence à vivre de petits vols, tranquillement. La nuit du 14 janvier 1978, un homme se rend à la résidence étudiante de Chi Omega, où de nombreuses étudiantes sont de sortie. Nita Neary rentre chez elle à 3 h du matin. Et là, elle entend des bruits de pas dans la résidence et voit la porte de la résidence ouverte. Alors elle se cache derrière un mur en sentant le danger. Et là, elle voit un homme avec un bonnet et une matraque sortir en courant de la résidence. Elle pense qu'il s'agit d'un voleur et elle va appeler sa compagne de chambre qui s'appelle Nancy. Elles veulent toutes les deux aller en parler à l'intendante et elles croisent Karen Chandler qui a le visage couvert de sang et qui titube dans les couloirs d'un air totalement perdu. Donc elle voit évidemment réveiller tout le monde dans la maison étudiante, normal, et elle découvre Kathy Klein dans sa chambre d'étudiante, toujours vivante, mais le crâne complètement fracassé. Là, évidemment, elle s'appelle la police et les secours. En inspectant les chambres, les policiers vont trouver 2 nouvelles victimes, malheureusement 2 victimes décédées, Margaret Bowman et Lisa Levy. Elles sont mortes toutes les deux dans leur lit et n'ont pas eu le temps de réagir à ce qui leur arrivait. Elles ont toutes les deux été tuées par étranglement. Apparemment, le tueur s'est absolument acharné sur Lisa. On va retrouver des traces de morsures, notamment sur ses fesses. Et ça va être un détail hyper important pour la suite. À quelques maisons de la résidence, donc de Chi Omega, cette fois-ci à 4 h du matin, une jeune femme nommée Debbie entend sa voisine Cheryl hurler. Elle entend des bruits de coups et tout, et avec sa colocataire, elle hésite d'appeler leur voisine pour voir si tout va bien en fait. Alors la voisine répond pas, mais elles entendent des bruits de pas dans le logement, donc ça les inquiète encore plus, normal. Donc elles appellent la police à ce moment-là et elles découvrent Cheryl dans un état pitoyable, donc le crâne fracassé, etc. Mais elle est toujours vivante. L'auteur de l'agression a l'air d'avoir pris fuite en sautant par la fenêtre. Alors évidemment, la police va essayer d'interpeller les survivantes pour savoir ce qui s'est passé. Mais la seule personne qui a vu l'agresseur, c'est Nita. Alors les enquêteurs vont réussir à relever du sperme, du sang et une cagoule avec des cheveux de l'agresseur. Donc ce qui est déterminant pour l'enquête. C'est là que la trace de morsure sur les fesses de Lisa va les interpeller. Le 14 janvier 1978, un homme a donc agressé de manière hyper violente 5 étudiantes, dont 2 sont mortes. Pendant ce temps-là, Ted Bundy continue sa petite évasion car il n'est pas retrouvé. Le 6 février 1978, il vole une voiture. Et 2 jours plus tard, le 8 février, une jeune fille nommée Leslie, qui a 14 ans, attend son frère sur un parking. Là, un homme s'approche et se présente comme étant un pompier et lui demande de l'accompagner, donc de monter dans le véhicule, lui demander si elle va à l'école, etc. Leslie trouve que l'homme ne ressemble pas à un pompier et le frère de Leslie va arriver et va faire fuir le pompier et le frère va prendre le numéro de la plaque d'immatriculation. Sauf que le père de Leslie et de son frère est détective de police. Et en consultant les fichiers de véhicule, il voit que c'est un véhicule qui a été volé. Donc il va emmener ses enfants au bureau de police, il va lui présenter des photos des criminels et les enfants vont reconnaître Ted Bundy. Le 9 février 1978, c'est Kimberly Leach, âgée de 12 ans, qui disparaît près de son école. Une amie de Kimberly dit l'avoir vue monter dans une grosse voiture d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Son corps va être retrouvé le 7 avril 1978. Donc on aurait dit qu'elle avait été égorgée. That you committed, of course, was apparently little Kimberly Leach, 12 years of age. I think the public outcry is greater there because an innocent child was taken from a playground. What did you feel after that? What was there? Were there the normal emotions 3 days later? Where were you, Ted? I can't really talk about that right now. That's That's too painful. I would like to I'd like to be able to convey to you what that experience is like, but I can't. I won't be able to talk about that. Okay. La nuit du 14 au 15 février 1978, un officier patrouille normalement dans sa ville et là il remarque une coccinelle orange qui circule dans un quartier un peu désert. Donc il demande vérification de l'immatriculation du véhicule et le véhicule est déclaré volé. Du coup l'officier va aller voir évidemment le conducteur et le conducteur dit s'appeler Kenneth et dit qu'il veut se suicider, etc. On l'emmène au poste, il est interrogé et là il avoue qu'il s'agit de Ted Bundy. Et là les officiers sont absolument
complètement abasourdis de voir qu'en fait ils ont Ted Bundy en face d'eux. Donc là, Bundy est suspecté du carnage qui s'est passé à la résidence étudiante de Chi Omega. Et c'est là que les traces de morsures vont être déterminantes parce qu'en fait, les dents ont des empreintes très particulières pour chaque personne et en fait, les traces de morsures vont être comparées aux traces de dents de Bundy pour voir s'il s'agit de la même personne. 6 hommes vont être employés à tenir Bundy dans sa cellule car il s'est quand même évadé 2 fois. Le procès débute le 25 juin 1979. Là, il y a quand même beaucoup de survivantes qui vont témoigner en fait contre Ted, mais aucune de ces survivantes n'a vu Ted à part Nita. Donc on se rappelle la jeune femme qui revenait chez elle et qui a vu Ted passer. Et là, elle va dire que c'est lui. Elle va dire que c'est lui qu'elle a vu. Le 24 juillet 1979, 7 jurés sur 12 vont déclarer Ted Bundy comme étant l'auteur du carnage de Chi Omega. Il faut savoir que pendant ce procès, Bundy assurait sa propre défense. Et le 31 juillet 1979, le juge va condamner Ted Bundy à la mort sur la chaise électrique. What do we have here, Ken? Let's see. Oh, it's an indictment, all right. Why don't you read it to me? You're up for election, aren't you? Mr. Bundy? You got it, didn't you? Mr. Bundy? You told me that you were going to get me. He said he was going to get me. Okay, you've got the indictment. It's all you're going to get. Let's read it. Let's go. Theodore Robert Bundy, you are charged, indictment, 2 counts burglary, 2 counts murder in the first degree, 3 counts attempted murder in the first degree. Design or intent to effect the death of said Lisa Levy. My chance to talk to the press. Contrary to section 78204 Florida statute. I'll plead not guilty right now. And your grand... Maintenant, nous allons un peu revenir sur Carol Ann Bone. Donc, rappelons-nous qu'ils se sont rencontrés en 1974, pendant que Ted travaillait avec l'organisation qui s'occupait des femmes disparues. Donc, Carol, c'est une femme divorcée et mère d'un adolescent. Leur relation est d'abord tout à fait amicale. Il n'y a rien de amoureux derrière tout ça. Mais ils se sont échangés des lettres pendant le procès de Bundy. Et Carol est absolument persuadée qu'il est innocent. Elle va d'ailleurs le défendre avec passion lors des procès. Ils vont même se marier pendant un de ces procès. Pendant un moment au tribunal, ils vont prendre un moment pour dire « Ok, nous voulons nous marier ». Ils vont être mariés. Alors, ils vont également avoir des relations sexuelles, même si normalement ce n'est pas autorisé, il n'y a pas de visite conjugale, mais ils vont réussir à avoir des relations sexuelles. Carol va même dire que en fait, les gardes s'en foutaient complètement et les laissaient faire. Et de cette relation, Carol va tomber enceinte d'une petite fille, Rose Bundy, qui est née en 1981, alors que Ted Bundy était dans le couloir de la mort. Alors, à un moment donné, la police va offrir quelque chose, une proposition à Ted, qui va être que s'il leur dit où il a mis le corps de certaines des victimes, ils vont reculer le moment de son exécution. À ce moment-là, il va avouer où sont certains corps. Et là, Carol va se rendre compte qu'en fait, il n'est pas innocent du tout, qu'il a fait tout ça et qu'elle a placé sa foi dans la mauvaise personne. Donc, ils ont divorcé en 1986 et elle est partie et ils modifient leur nom de famille. Les médias ont un peu perdu sa trace. Donc, Bundy va être exécuté sur la chaise électrique le 24 janvier 1989. Alors, le cas de Ted Bundy va être un choc immense pour l'Amérique. D'ailleurs, le jour de son exécution, il y a eu plein de personnes qui se sont rassemblées devant le pénitencier et qui ont célébré sa mort. Voilà, donc c'était une très longue vidéo, très longue vidéo sur l'affaire de Ted Bundy. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a intéressé. Et dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le true crime. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Et coupez!